Le marbre, pierre noble entre toutes, est l'âme de l'art et de l'architecture. Depuis des millénaires, il accompagne les civilisations humaines et symbolise la beauté, la pureté et la permanence. Avec sa surface lisse, son éclat subtil et son élégance naturelle, il s'est imposé comme un matériau indissociable du luxe et de la valeur intemporelle. Des colonnes monumentales de la Grèce antique aux palais étincelants de la Renaissance, jusqu'aux cuisines modernes aux plans de travail polis, le marbre incarne à la fois le prestige et la sophistication. Mais pour obtenir une plaque immaculée et brillante, le voyage commence bien loin des chantiers et des ateliers. Il débute au cœur des montagnes, là où la roche brute sommeille depuis des millions d'années. C'est dans ces carrières gigantesques, creusées dans la pierre, que la matière première est extraite à la force des hommes et des machines. À partir d'un bloc massif, inerte et rugueux, une longue transformation commence. Chaque étape, l'extraction, la découpe, le meulage et le polissage, agit comme une succession de gestes d'artisans révélant peu à peu la beauté cachée sous la surface. Grâce à l'alliance de la puissance industrielle et du savoir-faire humain, le marbre continue de fasciner et d'inspirer. Comment ce matériau, si difficile à extraire et à travailler, a-t-il pu traverser les âges sans jamais perdre son éclat? Restez avec nous pour découvrir le voyage extraordinaire d'un simple bloc de pierre anonyme devenu l'un des matériaux les plus prestigieux au monde. Depuis les débuts de la civilisation, le marbre accompagne les plus grandes créations humaines. Les Grecs en faisaient le symbole de l'harmonie. Le Parthénon, chef-d'œuvre d'Athènes, en est la preuve éclatante. Les Romains, eux, ont porté ce matériau dans tout leur empire, l'utilisant pour les thermes, les villas, les temples et les sculptures. Puis vint la Renaissance. Michel-Ange, choisissant le marbre de Carrare, en tira le David, œuvre magistrale rappelant que cette pierre est bien plus qu'une matière. C'est un langage universel de beauté et de force. Ce qui rend le marbre si particulier, c'est son origine. Il s'agit d'une roche métamorphique, née de la transformation du calcaire sous l'effet de la chaleur et de la pression, à des profondeurs considérables, durant des millions d'années. Ce lent processus naturel réorganise la structure minérale, formant une texture dense, homogène et cristalline. Ses veines, ses nuances et ses reflets témoignent du passage du temps et de l'énergie de la Terre. Chaque bloc de marbre porte l'empreinte de son histoire géologique, unique et irréductible. Le voyage du marbre commence à la carrière, sur le flanc des montagnes. Ces carrières à ciel ouvert abritent des trésors millénaires. Avant d'atteindre la couche pure de marbre, les ouvriers doivent retirer des couches épaisses de terre, d'argile et de débris, parfois jusqu'à 20 mètres d'épaisseur. Ces couches, sans valeur commerciale, forment une barrière entre la surface et la roche précieuse. Les mineurs percent alors une grille de trous profonds dans la roche, calculée avec précision. Ils y insertent des charges explosives soigneusement dosées. L'explosion retentit, secoue la montagne et des nuages de poussière blanche s'élèvent dans le ciel. Des milliers de tonnes de roches éclatées roulent le long des parois, dévoilant peu à peu les veines blanches et pures du marbre. Une fois la surface dégagée, les engins lourds prennent le relais. Bulldozers, pelles mécaniques et camions miniers évacuant les débris pour dégager la zone d'extraction. Les ingénieurs marquent alors les limites du bloc à découper à la peinture ou au laser. À l'aide de foreuses, ils percent des trous parfaitement alignés selon les dimensions souhaitées. Cette précision est essentielle. Elle détermine la qualité et la valeur du bloc final. Le fil diamanté est ensuite introduit dans les perforations. Ce câble d'acier, serti de perles de diamants synthétiques, découpe lentement la pierre, centimètre par centimètre. Un jet d'eau continu refroidit le fil, réduit la friction et emporte la poussière de marbre. Le sciage peut durer des heures, voire une journée entière. Une fois les coupes terminées, les ouvriers insèrent des vérins hydrauliques dans les interstices. Sous la pression, le bloc se détache lentement de la paroi. Un seul bloc peut peser entre 20 et 40 tonnes, parfois bien plus. La moindre erreur de pression ou une coupe imparfaite peut provoquer une fissure et ruiner la valeur commerciale du bloc. Ainsi naît un parallélépipède parfait, prêt à être extrait. Vous avez sûrement remarqué que les blocs de marbre sont toujours de forme rectangulaire. C'est pour optimiser chaque coupe, réduire les pertes et faciliter la transformation ultérieure. Derrière cette géométrie se cache un mélange d'efficacité industrielle et de respect de la matière. Une fois détachés, les blocs ne sont pas immédiatement chargés sur les camions. Ils sont d'abord déplacés vers un terrain de stockage au sein même de la carrière. Là, des engins spéciaux à plateau surbaissé, capables de transporter plusieurs dizaines de tonnes, assurent leur transfert. Ces blocs massifs sont ensuite soulevés à l'aide de grues à chenilles. Les chaînes d'acier et les sangles de sécurité empêchent tout mouvement pendant la levée.
Une seule erreur de manœuvre peut provoquer une chute catastrophique. Une fois solidement fixés, les blocs sont posés sur des remorques multi-essieux. Ces véhicules sont conçus pour répartir uniformément le poids, garantissant la stabilité du convoi. Le trajet vers l'usine est lent, méthodique. Les camions serpentent sur des routes de montagne étroites et sinueuses. Chaque virage demande une vigilance extrême. Une fois à destination, les blocs sont entreposés dans la cour de l'usine, prêts à être transformés. Dans l'usine, chaque bloc est d'abord positionné sur un banc de sciage et immobilisé par des cadres en acier et des vérins hydrauliques. C'est ici qu'intervient la scie à lame multiple, une machine gigantesque pouvant manipuler des blocs de 40 tonnes. Équipée de dizaines de lames parallèles incrustées d'abrasifs industriels, la scie se met en mouvement. Dans un va-et-vient régulier, elle tranche lentement le bloc, l'une après l'autre, en plaques de quelques centimètres d'épaisseur. Comme les blocs ont déjà été taillés en rectangle à la carrière, la coupe est précise et optimisée, limitant le gaspillage. Le sciage d'un bloc peut durer de 12 à 20 heures selon sa dureté. Chaque dalle, d'une épaisseur d'environ 2,5 cm, pèse plusieurs centaines de kilos. Une fois le sciage terminé, les dalles sont numérotées, triées et empilées. Les morceaux fissurés sont mis de côté. Seuls les exemplaires parfaits poursuivent leur route vers les étapes suivantes. C'est dans cette phase que le marbre commence à révéler son éclat naturel. Les dalles encore rugueuses et ternes sont placées sur une ligne de production automatisée. Des bras robotisés munis de ventouses les déplacent avec précaution, évitant tout choc ou rayure. Elles passent ensuite dans un système de meulage équipé de têtes rotatives recouvertes de disques abrasifs. Chaque tête utilise une granulométrie différente. Les disques grossiers égalisent pour la surface. Les plus fins polissent et affinent. L'eau joue un rôle crucial. Elle refroidit les disques, empêche la surchauffe et élimine la boue de marbre. Le polissage complet nécessite entre 7 et 8 étapes successives. Peu à peu, la surface devient lisse, satinée, puis brillante comme un miroir. Les veines et les nuances apparaissent alors clairement, donnant à chaque dalle son identité unique. Le polissage final utilise des composés spéciaux qui renforcent la brillance et la profondeur de la couleur. C'est à ce stade que la valeur commerciale du marbre se joue. Seuls les slabs parfaitement uniformes et éclatants seront conservés. Les grandes dalles polies sont ensuite transportées vers une autre zone de l'usine, dédiée à la découpe en carreaux. Sur un convoyeur, la dalle est immobilisée, puis une scie circulaire à pointe diamantée commence à la sectionner selon des dimensions standards. 30 par 30, 45 par 45, 60 par 60 cm, ou selon les commandes sur mesure. Pendant la coupe, un jet d'eau constant refroidit la lame et évite les éclats. Ce processus garantit des arêtes nettes, sans fissures. Les carreaux sont ensuite séchés, triés et empilés avec soin. Certaines dalles, destinées à l'architecture monumentale, restent entières. D'autres, plus fines, sont prévues pour le revêtement mural, les plans de travail ou la décoration intérieure. Une fois le polissage terminé, chaque dalle passe sous un système d'inspection au laser. Des faisceaux lumineux balayent toute la surface, mesurant la planéité, la brillance et l'épaisseur au millimètre près. Les moindres défauts, micro-fissures, variations de teinte ou irrégularités, sont immédiatement détectés. Seules les dalles répondant aux critères les plus stricts sont validées pour la vente. Avant l'emballage, les ouvriers procèdent à un nettoyage minutieux à l'eau sous pression, afin d'éliminer toute trace de poussière ou de produits chimiques. Les plaques sont ensuite séchées, puis placées sur des palettes en bois ou en acier. Entre chaque dalle, des coussinets en mousse ou en caoutchouc sont insérés pour éviter tout contact direct. Le tout est sanglé avec des bandes métalliques, puis enveloppé d'une protection plastique. Chaque palette reçoit une étiquette indiquant les dimensions, le numéro de lot et la destination. Les blocs finis sont enfin chargés sur des camions ou dans des conteneurs maritimes, prêts à partir vers les marchés du monde entier. Europe, Moyen-Orient, États-Unis ou Asie. Le voyage du marbre, commencé au cœur de la montagne, touche ici à sa fin industrielle. Tout le marbre ne finit pas en carreaux ou en dalles. Certains blocs, choisis pour leur pureté et leur homogénéité exceptionnelle, sont réservés aux sculpteurs. Leur travail commence par la conception. Des croquis, des maquettes en cire ou en argile permettent de définir la forme finale. Le sculpteur trace ensuite directement sur la pierre les repères de travail à la craie. À l'aide de scies à lame diamantée, de perceuses et de marteaux pneumatiques, il retire de grandes masses de matière pour esquisser les volumes. Puis vient le dégrossissage, où le bloc brut prend forme. Une silhouette se détache, les proportions se définissent. Les outils deviennent plus fins. Ciseaux plats, pointes, gradines. Les mains du sculpteur alternent force et délicatesse. Chaque coup compte. Une erreur pourrait créer une fissure irrémédiable.
Lorsque la forme est achevée, commence la phase du ponçage et du polissage manuel. Des papiers abrasifs, de plus en plus fins, effacent les marques d'outils. Le marbre devient doux au toucher. Des poudres de polissage, mélangées à de l'eau, sont appliquées en plusieurs couches pour révéler la profondeur et la brillance de la pierre. Enfin, la lumière se met à jouer sur la surface. Les veines, la transparence et la texture créent une impression presque vivante. Ce processus minutieux transforme un bloc de pierre inerte en œuvre d'art, en sculpture éternelle, symbole du lien entre la nature et la main de l'homme. Du cœur des montagnes jusqu'au chef-d'œuvre des musées, le marbre traverse une chaîne de transformation impressionnante. Chaque étape exige précision, patience et expertise. Une erreur de calcul lors du sciage peut provoquer une fissure et ruiner plusieurs tonnes de matière. Une pression trop forte pendant l'extraction peut réduire à néant des semaines de travail. Ce voyage, à la fois industriel et poétique, nous rappelle que derrière chaque dalle brillante se cachent des millions d'années de formation géologique et des semaines de labeur humain. Le marbre est à la fois un témoin du temps et une œuvre collective, celle de la terre, des machines et des artisans. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? La puissance brute de la montagne lorsqu'elle cède un bloc colossal de pierre, ou la délicatesse infinie du polissage qui révèle les veines subtiles et la lumière du marbre? Dites-le nous en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante, alors restez avec nous jusqu'au bout. Saviez-vous que le pont de Brooklyn tient debout depuis plus d'un siècle grâce à plus de 22 000 km de câbles d'acier? Mais qu'est-ce qui, dans leur processus de fabrication, permet à ces fils d'acier de soutenir des structures aussi colossales? Pour créer un câble à la fois solide, résistant et fiable, capable de servir dans des situations où la vie peut en dépendre. Tout commence dans les mines de minerais de fer, avant de se poursuivre dans les aciéries. Là, les alliages sont fondus à des températures extrêmes, coulés en billettes, puis soumis à des contrôles rigoureux avant d'être étirés en fils et torsadés pour former les câbles finis, prêts à équiper des projets aux quatre coins du monde. Ce documentaire vous emmène à travers tout ce processus, des détails techniques aux machines monumentales, jusqu'aux opérations les plus fines, pour expliquer comment ce qui semble n'être qu'un simple faisceau d'acier tressé peut durer des décennies dans les conditions les plus rudes. Le câble en fil d'acier est né dans les années 1830, au fond des mines d'Allemagne, lorsque les cordes de chanvre ne suffisaient plus à supporter les charges. En remplaçant ces anciennes cordes, les monts de charge pouvaient descendre des centaines de mètres sous terre en toute sécurité, ouvrant la voie à l'exploitation industrielle à grande échelle. Près de 2 siècles plus tard, ce matériau s'est imposé dans presque tous les domaines. Chaque année, le monde consomme plus de 10 millions de tonnes de câbles en acier, utilisés dans les infrastructures, l'industrie lourde, le pétrole et le gaz, le transport maritime et même les énergies renouvelables. Des millions d'ascenseurs dans le monde en dépendent, permettant au gratte-ciel de s'élever et de façonner la silhouette de nos villes modernes. Ce qui est véritablement fascinant, c'est le rapport entre leur petit diamètre et leur capacité de charge impressionnante. Les faisceaux de fils d'acier torsadés offrent non seulement de la flexibilité, mais répartissent aussi les forces de manière homogène sur toutes leurs sections. Ainsi, un câble de seulement quelques centimètres d'épaisseur peut supporter des centaines de tonnes. Un véritable prodige mécanique du monde moderne. Le voyage du câble d'acier commence dans les vastes mines de minerais de fer, profondément enfouies sous terre. De puissants forêts pénètrent la roche pour créer des trous destinés aux explosifs. Les détonations contrôlées fragmentent la pierre, libérant des blocs de minerais brun-rouge. D'immenses excavatrices hydrauliques soulèvent ensuite ces blocs, parfois de plusieurs dizaines de tonnes, pour les charger sur des camions capables de transporter des centaines de tonnes à la fois. Ces camions circulent sans relâche sur des itinéraires dédiés, évacuant le minerai vers la surface. Sur le site de stockage, le minerai est déversé dans des trémies avant d'être transféré sur de longs convoyeurs. Là, des cribles vibrants et des séparateurs magnétiques éliminent la terre, le sable et les impuretés grossières. Le minerai pré-traité est souvent broyé en morceaux plus petits pour faciliter le transport et la fusion ultérieure. Des wagons spécialisés et des cargos géants prennent ensuite le relais, chacun transportant des milliers de tonnes. Ce cycle d'extraction et de préparation fonctionne sans interruption, garantissant un approvisionnement constant pour l'industrie sidérurgique et assurant la disponibilité de la matière première nécessaire à la fabrication des câbles.
À l'arrivée des trains de minerai dans l'aciérie, le processus de fusion commence. Des milliers de tonnes de minerai de fer, mélangées à de la ferraille recyclée, sont introduites dans un gigantesque four à arc électrique aussi haut qu'un immeuble. À l'intérieur, d'énormes électrodes en graphite font passer un courant colossal, générant une chaleur de plus de 1600 degrés Celsius, suffisante pour transformer le métal solide en une masse en fusion semblable à de la lave volcanique. Pour conférer à l'acier ses propriétés mécaniques spécifiques, les ingénieurs ajoutent soigneusement du manganèse pour accroître la résistance, du chrome ou du nickel pour la protection contre la corrosion, et du silicium pour améliorer la ductilité. En parallèle, de la chaux vive et de la fluorine sont ajoutés, formant une couche de laitier à la surface. Ce laitier agit comme un filtre naturel, absorbant les impuretés et raffinant le métal fondu pour obtenir un acier plus propre et plus robuste. Le mélange est continuellement brassé par de puissantes électrodes, tandis que des capteurs modernes contrôlent la composition chimique avec une précision extrême, garantissant que chaque lot respecte des normes strictes. Une fois l'acier purifié et sa composition ajustée, il passe à l'étape de la coulée continue. Contrairement à autrefois, où le métal était versé en l'eau, aujourd'hui, il s'écoule sans interruption dans des moules en cuivre refroidis par circulation d'eau. Au contact des parois froides, la couche externe se solidifie immédiatement tandis que le cœur reste liquide. La solidification progresse de l'extérieur vers l'intérieur, formant des billettes de plusieurs mètres de long, généralement à section carrée ou rectangulaire. À la sortie du moule, encore portées à des milliers de degrés, elles sont directement envoyées au laminoir primaire pour profiter de leur chaleur résiduelle. De gigantesques rouleaux en acier allié exercent alors une pression considérable sur la billette. À chaque passage entre les cylindres, celle-ci s'aplatit et s'allonge, réduisant son épaisseur et augmentant sa longueur. Le processus se répète plusieurs fois, transformant progressivement la billette en barre, en plat ou en brame semi-fini. La haute température maintient l'acier ductile, évitant les fissures, tandis que les forces mécaniques répétées réalignent sa structure interne, le rendant plus homogène, plus résistant et plus stable avant l'étirage. Après le laminage à chaud, le matériau passe sur la ligne de laminage à froid pour être réduit en fil d'une précision extrême. Les barres rougies sont d'abord refroidies par jet d'eau sous pression, puis passent entre une série de cylindres qui les allongent et les affinent progressivement. À chaque passage, la section du métal diminue, se transformant en forme ronde ou plate prête pour l'étirage. Lors de cette étape, le fil traverse successivement des filières de diamètre de plus en plus réduit. Chaque passage le rend plus fin, plus lisse et plus homogène. Ce processus, effectué à température ambiante, nécessite un contrôle rigoureux de la force de traction, de la vitesse et du frottement. La moindre variation peut entraîner une rupture ou une perte de ductilité. Dans les usines modernes, des capteurs laser mesurent en continu le diamètre du fil, avec des systèmes de correction automatique ajustant la traction en temps réel. On obtient ainsi des bobines de fil d'acier d'une précision quasi parfaite, dotées de la solidité indispensable à la fabrication des câbles. Mais atteindre la bonne dimension n'est que la moitié du parcours. Pour satisfaire pleinement aux exigences mécaniques, le fil doit subir une étape cruciale, le traitement thermique. Il est chauffé dans un four à très haute température, entre 400 et 800 degrés Celsius, dans une atmosphère strictement contrôlée. La chaleur modifie la structure cristalline interne du métal, réorganisant le réseau des grains pour obtenir un équilibre idéal entre dureté et élasticité. Dès que la température voulue est atteinte, le fil est immédiatement refroidi par des jets d'air ou plongé dans un bain d'huile, fixant ainsi sa nouvelle structure. Ensuite vient le revêtement anti-corrosion. Selon son usage final, chaque fil reçoit une couche protectrice, généralement de zinc ou de polymère. Exposé à l'humidité, à l'eau salée ou à des agents chimiques, ce bouclier invisible empêche l'oxydation. Avant d'être revêtu, le fil est soigneusement nettoyé à l'aide d'une solution acide douce pour éliminer graisse et traces de rouille. Il est ensuite trempé dans un bain de zinc fondu ou recouvert par un polymère chauffé sous pression contrôlée. Le revêtement doit être uniforme et parfaitement adhérent, car la moindre bulle d'air pourrait compromettre toute la durée de vie du câble. Après cette protection, le fil passe par une inspection complète. Des capteurs sophistiqués vérifient son diamètre au micromètre près et détectent la moindre déformation. À la moindre anomalie, le fil est immédiatement écarté. Cette sélection drastique garantit que seuls les fils les plus résistants poursuivent leur route vers l'atelier de câblage. Là, des centaines de bobines sont installées sur de grandes machines rotatives. En tournant autour d'un axe central, elles tressent les fils ensemble selon un schéma précis. Le cœur du câble peut être en acier,
pour une résistance maximale ou en fibre synthétique pour une meilleure légèreté et résistance à la corrosion. Les fils sont d'abord regroupés en torons, puis plusieurs torons sont enroulés autour du noyau pour former le câble final. Tout au long du processus, des capteurs mesurent la tension et l'angle de torsion pour maintenir une parfaite uniformité. Si un fil est trop tendu ou trop lâche, la machine ajuste automatiquement la pression en temps réel. Une fois le câblage terminé, le câble reçoit une couche d'huile ou de lubrifiant industriel, appliqué par immersion ou pulvérisation sous pression. La vitesse d'enroulement et le débit du liquide sont contrôlés pour garantir une imprégnation homogène. Ces huiles, souvent enrichies d'additifs anti-corrosion, assurent une protection durable, notamment pour les câbles destinés au milieu marin. Avant de quitter l'usine, chaque câble est soumis à des essais extrêmes. Traction jusqu'à la rupture, flexion répétée, test de charge dynamique. Seuls ceux qui passent ces épreuves sont validés. Ensuite, ils sont enroulés sur des bobines métalliques, filmées pour les protéger de l'humidité et étiquetées avec un code de traçabilité. Des grues automatisées déplacent ces bobines vers la zone logistique, où elles sont chargées sur des camions ou des conteneurs spéciaux, prêtes à rejoindre les chantiers du monde entier. Du bloc de minerai brut au câble d'acier haute résistance, chaque étape témoigne de la précision et de la puissance technologique de l'ingénierie moderne. Derrière chaque fil se cache un savoir-faire où le moindre détail a son importance. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.